c'est vrai qu'on avait profité des congrès pour se retrouver à plusieurs montants de l'initiative communiste ouvrière sur l'île. Il y a des camarades qui vont arriver, qui sont allés chercher un peu de quoi manger. Et on avait proposé de faire une réunion publique, de profiter sur l'île. Et donc avec Nicolas, qui va parler de la crise du capitalisme. Et ça permettra de discuter certainement de beaucoup d'autres sujets. On a aussi un Farshad, un camarade du Parti communiste ouvrier d'Iran, qui est venu de Hollande et puis qui peut aussi participer à la discussion. Moi je vais essayer de traduire en anglais l'introduction. Voilà, donc on va laisser la parole à Nicolas. Anaïs n'est pas encore dans la salle, donc j'aurais voulu la remercier parce que c'est en fait une conférence que j'avais au départ présentée une première fois à Lyon. C'était un peu une commande de l'association Table Rase, donc elle est la présidente. Donc je la remercierai quand elle remontera. La question de la crise du capitalisme, à la fois un sujet de grande actualité, et puis en même temps une espèce de thème un peu lancinant du marxisme depuis les débuts de son existence. Et on voit bien quand on étudie l'histoire du marxisme que chaque fois qu'il y a un nouvel épisode de crise ou dénommé tel, eh bien, les marxistes replongent dans la théorie des crises ou ce qu'on peut essayer de comprendre de la théorie des crises de Marx pour essayer d'avoir des éléments d'analyse, à la fois de compréhension et puis surtout d'orientation politique. Et puis on voit aussi que l'évolution de ce qu'on met en avant comme élément de la théorie des crises a des significations à la fois historiques et politiques importantes. Je viens de remercier Table Rase, mais tu n'étais pas là. Alors, au nom de Marx, on associe toujours le Capital, son ouvrage principal, et son principal ouvrage d'économie politique, ou même de critique de l'économie politique. Et souvent, quand on parle du Capital, on a en tête essentiellement le volume qu'il a publié de son vivant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le livre 1. Donc un élément de son analyse. Ce qui est assez complexe quand on veut creuser un peu la théorie de Marx sur la question des crises, c'est qu'il faut creuser dans le corpus complet du Capital en gardant en tête que c'est un ouvrage qui n'a jamais été achevé et que donc toute tentative d'utiliser uniquement les textes classiques publiés peut poser problème et pose beaucoup de divergences même entre marxistes, donc il faut bien savoir de quoi on parle. Une question toute simple, c'est que déjà les livres 2 et 3, qui sont assez essentiels pour cette question, n'ont pas été publiés par Marx de son vivant, il est considéré comme pas terminé, et ils ont été édités par son ami Engels, après son décès. Lorsque Maximilien Rubel a repris l'édition du Capital pour la Pléiade, il en a proposé une autre version à partir des mêmes manuscrits, en considérant que la façon dont Engels avait agencé les livres 2 et 3 ne correspondait pas à la logique voulue par Marx au départ, et que donc il fallait les publier autrement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le livre 4, les théories sur la plus-value, qui auraient dû en faire partie du premier ouvrage, et puis qu'il a exclu à un moment donné parce qu'il considérait que ce n'était pas achevé, et qui ont été publiés par Kautsky encore après. Et finalement, dans les années 30, on a découvert ce qu'on appelle traditionnellement le chapitre inédit du Capital, sur un côté un peu de livre mystérieux, mais c'est un livre qui a été découvert dans les années 30, dans ses manuscrits, et qui n'a commencé vraiment à être diffusé que dans les années 60, en traduction, notamment en français.
Ce qui veut dire aussi que des marxistes qui ont étudié la question des crises chez Marx, à différentes époques, n'ont pas eu toujours accès au même Marx. C'est vrai pour les textes philosophiques, c'est vrai pour tout un tas d'autres textes, mais ils n'ont pas forcément en tête le même schéma global de ce que voulait dire Marx. Et puis, on dispose aussi dans les manuscrits de Marx d'un atout assez précieux, c'est qu'on a le plan initial qu'il avait prévu pour l'ensemble de l'ouvrage. Et quand on compare ce qui a réellement été publié de son vivant, puis d'après les manuscrits, avec le plan complet de l'ouvrage qu'il avait prévu, on s'aperçoit qu'il était très très loin d'avoir achevé l'ensemble. Le problème, c'est qu'on est toujours en train de raisonner sur un texte qui est absolument inachevé, et du coup, dans lequel il y a toujours tout un tas d'éléments qui posent question, parce que, on peut essayer de déduire de sa méthode et utiliser sa méthode pour comprendre où est-ce qu'il voulait en venir, mais il y a des aspects qui ne sont pas effectivement dans le texte de Marx. L'un des impacts que ça a pour la question des crises, c'est que il a une méthode d'écriture qui est extrêmement logique, extrêmement mathématique. Il intègre au fur et à mesure de son raisonnement les éléments dont il a besoin. Et du coup, il y a des pans entiers du raisonnement économique dont il ne parle pas simplement parce qu'il n'en a pas besoin à ce moment-là de la démonstration. Il va l'amener après quand il aura construit son ensemble. Par exemple, la question du crédit, donc la question de la dette, qui est aujourd'hui centrale dans toutes les questions économiques. Il en parle à plusieurs reprises dans les manuscrits, mais en général, dans les textes du Capital, quand il a besoin de parler du crédit, il botte un peu en touche, en disant ça, je l'amènerai plus tard. Alors, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les textes de Marx et qu'on ne peut pas utiliser le marxisme pour comprendre le capitalisme actuel, mais ça veut dire que dans la méthode, quand on veut avoir une analyse rigoureuse, il faut quand même être très précis sur les éléments qu'on peut utiliser, comment on les utilise, et avoir en tête cette idée qu'on est bien sur un corpus inachevé et qui d'une certaine façon reste à achever. Alors, je vais en venir un peu plus sur le cœur de la question des crises. Il y a un aspect essentiel, c'est que chez Marx, il n'envisage jamais, à aucun moment, le capitalisme comme un système stable qui, par moment, aurait des ratés qui seraient les crises. Il considère que les crises, c'est quelque chose qui est inscrit dans le capitalisme même, qui fait partie de son fonctionnement. On ne peut pas dire normal, c'est un fonctionnement qui est en perpétuel mouvement, d'une certaine façon en perpétuel déséquilibre. C'est important parce que globalement, les analyses courantes, les analyses libérales des crises considèrent qu'il devrait y avoir un capitalisme pur et parfait qui marche, qu'on n'a jamais vu, mais c'est leur postulat, et que par moment, ce capitalisme a des ratés, ce qu'ils appellent les crises. C'est pour ça que quand on commence à parler de crise, il faut être méfiant. C'est le problème qu'on a actuellement, où en fait on nous parle de crise. Moi, depuis que je suis né, on me parle de crise. Et une crise qui dure 40 ans n'est plus une crise. Donc il y a quand même une utilisation également, quelquefois politique, du mot crise, qui peut être à critiquer. Donc avoir en tête cette idée que c'est quelque chose, on parle d'un système perpétuellement instable et dont la crise est un phénomène un peu inhérent, ça bouleverse déjà la perspective. Alors, le modèle type de crise qu'on peut trouver exposé chez Marx de façon à peu près formelle, c'est ce qu'il appelle les crises de surproduction. Crise de surproduction, c'est jamais une surproduction par rapport aux besoins. Pas qu'on a produit trop par rapport à ce qui était nécessaire, c'est qu'on a produit trop par rapport aux consommateurs solvables pour tel ou tel type de production. C'est-à-dire qu'on a produit, mais il n'y a personne pour acheter ou il n'y a pas assez de monde pour acheter.
là encore, dans la théorie économique libérale, celle qui est critiquée par Marx à la longueur de page du Capital, l'offre et la demande sont supposées s'ajuster de manière naturelle, et donc effectivement, les crises, c'est bien un défaut, un moment d'ajustement qui ferait que le système ne marcherait plus aussi bien qu'il est supposé le faire. Globalement, au XXe siècle, même les économistes libéraux ont fini par admettre que c'était pas toujours aussi simple que ça. Mais bon, chez Marx, on n'a pas du tout cette idée-là. Au contraire, il considère que l'offre et la demande sont des choses qui s'ajustent parfois, de manière presque exceptionnelle, et qu'on est en permanence dans un déséquilibre. Prendre un exemple un peu plus concret, qui est lié à une actualité assez récente. Imaginons un capitaliste qui avait investi de l'argent pour produire une maison. Cette maison est destinée à être vendue et donc il espère en tirer un bénéfice. Ça, c'est le circuit le plus normal du capital, ce que dans le vocabulaire marxiste on appelle le circuit argent-marchandise, argent plus value. Et ça, c'est l'ensemble du livre 1 du Capital qui est destiné à analyser ce circuit de base. Ce qui peut arriver pour ce capitaliste qui a investi pour produire une maison, c'est qu'il vende sa maison effectivement à perte, ou bien qu'il ne parvienne pas du tout à la vendre, et du coup, il fasse faillite. Bon. Ça, c'est la façon dont ça se passe à l'échelle individuelle. Mais Marx raisonne à peu près jamais à l'échelle individuelle, il parle toujours à l'échelle de la société. Donc, à l'échelle de la société, on n'a pas un capitaliste qui produit une maison dans l'espoir de la vendre. On a une masse de capitaux qui va produire une masse de logements avec cette même perspective de faire des bénéfices dessus. Là, à partir du moment où il ne se trouve pas suffisamment de consommateurs solvables, des gens qui sont en capacité d'acheter une maison, cette masse de capitaux, elle ne se réalise jamais, et effectivement, on est dans un problème de surproduction. Ça paraît relativement banal, mais c'est bien de poser ces bases-là, parce que ça veut dire qu'on a une masse de capitaux qui a été investie, qui se retrouve en fait immobilisée sous la forme concrète des maisons, mais ces maisons, elles ne reviennent pas à la forme initiale, à la forme de capital. Puisqu'elles ne sont pas vendues, le capital, il est concrètement dans la maison et il ne revient pas sous une forme argent. Accessoirement, ça peut provoquer des effets économiques directs, c'est-à-dire licenciements massifs dans le bâtiment, etc. Ça, globalement, c'est le fondement de ce que Marx analyse dans le livre 2 du Capital, c'est-à-dire le cycle de reproduction du capital, le fait de ce capital qui est investi, qui devient marchandise, qui redevient argent, et qui continue, en continuant, d'engendrer de la plus-value. Ça, c'est l'analyse marxiste relativement classique, même si c'est exprimé de façon un peu compactée. Ce qui se passe à ce moment-là, on n'a pas l'ensemble de la masse du capital qui est investie d'un seul coup. Ça, on le voit, nonobstant un certain nombre de phénomènes dont je parlerai plus tard, on va payer au fur et à mesure. Lorsqu'on va voir ces chantiers de construction de bâtiments, par exemple, le capitaliste, il va mettre de l'argent pour acheter un certain nombre de matières premières, pour payer les ouvriers, pour payer tout ce qui va servir à la production. Donc du coup, il a sa masse de capital, mais elle change de nature
au fur et à mesure. Par contre, elle ne lui revient qu'au moment où la vente du produit final a été réalisée. Donc le capital, il passe son temps à circuler entre une forme argent et une forme marchandise. Ça, c'est aussi les éléments de cette transformation perpétuelle du capital en argent et en marchandise, qui sont deux faces de la même chose. C'est aussi un des piliers de l'analyse marxiste, un des éléments qui permet de comprendre ce qui se passe. Ce qui veut dire que à chaque fois que le capital il est sous une forme argent, il est disponible comme capital. Et c'est le rôle du système bancaire que de maintenir ce capital disponible, ce qui fait qu'en fait il peut en même temps être le capital qui va être investi dans la production de, ici notre producteur de logement, mais en même temps il continue de circuler sous un tas d'autres formes. À la rigueur, on n'est pas dans un système où il a son coffre-fort et il va puiser de l'argent concret. Il puise un argent un peu abstrait. Il a mis un chiffre, on lui rend le même chiffre. Ce qu'a fait l'argent entre eux, lui est à peu près indifférent. Et ça, c'est la base même du crédit. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a cet argent qui est disponible sous une forme capitale dans le système bancaire, on peut puiser dedans pour fonder le crédit. Jusque-là, ça paraît relativement simple, et c'est un peu le capitalisme dans son noyau, tel qu'il fonctionne initialement. Et puis, peu à peu, ça se complique, parce que la masse de capitaux, j'ai pris un exemple, mais la masse de capitaux circulant à l'échelle mondiale sous ces deux formes concrètes, la marchandise et abstraite, entre guillemets, la monnaie, c'est quelque chose qui est de plus en plus énorme. Le crédit, il va permettre justement, par exemple, de prêter à des acheteurs potentiels. Notre producteur de maison peut avoir une partie de son capital qui existe sous une forme monnaie dans une banque, et cette même forme monnaie peut servir justement de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, des choses comme ça, qui vont permettre effectivement d'acheter un certain nombre de biens. Et c'est assez avantageux parce que pour les capitalistes, du coup, si quelqu'un ne peut pas rembourser ses traites, à la rigueur, ça devient à un moment le problème de la banque et plus tout à fait le sien. Donc les deux choses commencent à se séparer. Là, on arrive sur un élément bien plus important pour le capitalisme actuel, c'est que, à partir du moment où il y a des crédits, il y a une dette, il y a une reconnaissance de dette. Cette dette, que ce soit la forme qu'elle prenne, c'est un document qui signifie qu'il y a tant d'argent qui doit revenir à un moment donné. Et du coup, celui qui est propriétaire de la reconnaissance de dette est celui qui, en définitive, va récupérer cet argent. Ce qui se passe historiquement, et ça on voit ce phénomène-là dès qu'il commence à y avoir un système de crédit, donc de monnaie un peu fictive qui n'existe que sous la forme d'une reconnaissance, donc dans un système juridique qui fait que cette reconnaissance, elle a quelque chose de tangible. On sait que c'est effectivement un avaloir sur de l'argent. Ça engendre tout un tas d'effets secondaires sur la façon dont le capitalisme s'organise. Chose très simple, c'est que si quelqu'un n'a pas très confiance dans le fait que cette dette va être un jour honorée, donc il va récupérer son argent, il peut très bien la revendre. Il peut revendre une reconnaissance de dette sous une forme ou une autre. Et dans le capitalisme actuel, effectivement, on passe son temps à vendre des titres de dette. C'est-à-dire qu'on transfère le problème de récupérer l'argent de ce crédit à quelqu'un d'autre qui décide d'en assumer le risque. Au bout d'un moment, cet argent
qui avait quelque chose comme une forme concrète, qui pouvait s'incarner dans des marchandises, il finit effectivement par sembler, il bien sembler, n'être plus que de l'argent qui engendre de l'argent. Et c'est vrai que du point de vue de celui qui va spéculer sur des titres de dette, que ce soit des dettes privées ou des dettes publiques, à la rigueur, la forme concrète à laquelle ça correspond n'a rigoureusement aucun intérêt. Il a un papier qui lui garantit qu'il va récupérer de l'argent avec 3%, 6% en plus. Donc le circuit argent, marchandise, argent, plus-value qu'il y avait au départ, il s'est en apparence contracté comme si on était un circuit argent, argent plus plus-value. Ça, c'est un phénomène absolument essentiel que Marx appelle le capital fictif. C'est un élément dont il ne parle pas justement dans les textes classiques du Capital, dans le livre 1, etc., mais qu'il va aborder dans la suite et qui fait partie des éléments qu'il n'a pas creusé sans doute autant qu'il pouvait. Et on sait, d'après le plan du Capital, d'après ce qu'il avait prévu d'écrire, que ça fait partie des éléments qu'il devait développer. Mais il avait entrevu le fait qu'à un moment donné, le capital fictif devenait un des éléments essentiels du capitalisme à l'échelle mondiale. Pourquoi fictif ? Parce que on n'a plus de l'argent qui correspond à une marchandise concrète, mais à une possibilité. C'est un espoir de gagner de l'argent, et c'est souvent quelque chose qui vient du futur en fait, quelque chose qui est une possibilité que cet argent soit produit à un moment donné. Mais cela dit, ça n'annule pas le problème. Si les gens qui ont emprunté cet argent, donc qui doivent rembourser leur crédit à un moment donné, ne peuvent plus le faire, le système, il coince quand même. C'est-à-dire que la reconnaissance de dette qui valait de l'argent, elle ne vaut plus rien. Et ceux qui les ont vont essayer de les replacer, de les fourguer sur un marché secondaire, de les revendre, etc. Jusqu'au moment où l'ensemble de ces titres ne signifie plus rien. Ce que je viens de décrire en parlant de la situation du logement, c'est exactement le phénomène de la crise des subprimes aux États-Unis en 2008, où d'un seul coup, on a délivré à l'échelle massive des possibilités de crédit à des gens dont on savait en définitive qu'il y avait peu de chances qu'ils puissent les rembourser. Ces crédits correspondent à des maisons dont les propriétaires se retrouvent expulsés en masse, qui sont absolument invendables, et des titres de dette qui continuent de se promener un peu partout dans la nature et dont tout le monde essaie de se débarrasser, puisqu'en définitive, ils ne rapporteront plus rien, même si, dans le circuit, ils ont tourné tant de fois qu'ils ont ramené un certain nombre de fois du profit à leurs propriétaires successifs. Et autrement dit, même si en apparence, on a une crise dans le capital fictif, une crise liée à des phénomènes de crédit, ça correspond bien quand même à un moment à une crise de surproduction. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire qu'on a bien produit des marchandises qui n'étaient pas solvables. On a essayé de gommer cet aspect-là en le faisant rentrer dans le capital fictif, en créant des circuits financiers qui allaient permettre de donner plus d'espoir que ça soit solvable à un moment donné, mais ça ne change rien à l'affaire. Alors, faire une petite remarque historique à partir de ça sur l'histoire du mouvement ouvrier, parce que ça me paraît important. Marx a accordé beaucoup d'importance aux crises de surproduction qui étaient au XIXe siècle un phénomène très très vérifiable sur des marchandises clés à l'échelle massive. Les crises de surproduction du coton, etc., qui avaient des effets dévastateurs sur l'économie à un moment donné. Ils se penchaient beaucoup notamment sur leur régularité pour essayer de savoir un peu quelle était leur prévisibilité. Et cette
cette tendance-là, ça a beaucoup influé dont les grands partis ouvriers de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. On voit bien que pour eux, la question des crises, c'est une véritable obsession. Et ce qu'ils dénoncent beaucoup, c'est l'anarchie du marché. C'est un terme qui continue de circuler, mais qui a beaucoup été développé à ce moment-là. C'est vrai que c'était quelque chose de sensible. Quand il y avait une crise économique, c'était des millions d'ouvriers licenciés. Donc c'était un phénomène parfaitement tangible dans la vie quotidienne. Mais du coup, l'idée que ce qui posait problème dans le capitalisme, c'est qu'il était mal organisé, puisqu'il y avait des crises économiques, est devenu un thème essentiel. Et du même coup, se développe une idée que le socialisme, au fond, ça serait une organisation plus scientifique de l'économie par la planification qui permettrait d'éviter les crises économiques. On a un autre effet qui vient se greffer là-dessus, c'est tout ce qui se passe avec le développement des trusts, des multinationales. À l'époque de Marx, la bourgeoisie est quand même en grande partie, il y a déjà des sociétés par action, il y a déjà des multinationales, etc. Mais globalement, il y a encore énormément de bourgeois qui sont directement propriétaires de leur usine. Ça forme, il y a beaucoup de petites productions, malgré tout. Au XXe siècle, émerge vraiment un phénomène qu'on voit déjà au XIXe et que Marx analyse déjà, de concentration du capital avec les trusts, les cartels, les multinationales. Et lié à ça, le développement d'un immense capital financier à l'échelle internationale. Marx voyait ça déjà comme une forme de dépassement du capitalisme au sein du capitalisme. Il voyait que c'était quelque chose qui était quand même différent de la situation qu'il avait connue et analysée précédemment. Ça a joué un rôle essentiel là encore parce que pour les partis ouvriers réformistes, d'une certaine façon, ces trusts qui avaient la possibilité de contrôler les prix des marchandises, qui avaient des capacités de planification plus importantes que l'ensemble de ces petits capitalistes qui agissaient à très courte échelle, quelquefois à très courte vue, finalement, les grandes ententes internationales sur des cartels de marchandises pouvaient être une solution qui allait estomper les crises et limiter ces phénomènes liés à l'anarchie du marché. Et du même coup, la théorie des crises prend un aspect politique important parce que ça va devenir une espèce de critère, de ligne de démarcation dans la mesure où il est important pour les révolutionnaires, pour les marxistes révolutionnaires, de se démarquer le plus possible de cette aile réformiste qui finalement voit la possibilité d'éliminer l'anarchie du marché par les trusts et les cartels. Et ça va devenir de plus en plus, par cet effet de ligne de démarcation, une espèce d'obsession dans laquelle on va beaucoup investir théoriquement parce que ça peut jouer ce rôle de ligne de démarcation à continuer de dénoncer systématiquement l'anarchie du marché. Un des aspects de cette concentration du capital, c'est effectivement que ça amène progressivement, d'une part, à gonfler la masse de crédit
disponible, et puis surtout, ça continue d'entretenir ce système de fictivisation du capital, dans la mesure où, finalement, l'action, l'obligation, tous ce qu'on appellerait maintenant les produits financiers, fonctionnent exactement sur le même mode. C'est-à-dire, c'est un papier qui donne un avaloir sur ce que va produire l'entreprise, et puis qu'on peut céder si on pense qu'au fond, il va ramener moins que ce qu'on pensait. Donc, plus on est sur des grandes sociétés avec des milliers ou des millions d'actionnaires, même si certains en fait en concentrent l'essentiel, plus cette fictivisation du capital est importante. Il y a un deuxième élément de théorie des crises qui revient souvent, qu'on voit apparaître, c'est pas quelque chose qui est discuté à la fin du 19e siècle, mais c'est par contre quelque chose qui est très discuté dans les années 20, 30 et puis jusque maintenant. C'est compliqué à expliquer et bon, je pense que c'est quand même utile de passer par là. C'est un barbarisme que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Désolé. Alors évidemment, quand on annonce baisse tendancielle du taux de profit, on se dit oh, ça ne doit pas être bon pour les capitalistes. C'est pas toujours aussi simple, parce que c'est un taux, donc les profits peuvent augmenter et puis le taux baisser. Mais peu importe, c'est une question, là si j'en parle, c'est parce que dans la littérature marxiste, c'est un phénomène qui occupe des milliers et des milliers de pages. Bon. On peut essayer de définir brièvement le taux de profit. Marx réfléchit à l'échelle de la société et il calcule, selon quelque chose qui vient de l'économie classique, la valeur d'une marchandise à partir du temps de travail qu'elle contient. Temps de travail qui a été inclus dans sa production. Et du coup, il définit deux catégories, ce qu'on appelle le capital constant, c'est-à-dire matières premières, les machines, les bâtiments, et puis capital variable qui est le coût de la force de travail. Et ça, le coût de la force de travail, c'est une marchandise, on la vend contre un salaire, mais qui a une particularité importante, c'est qu'en fait elle produit plus de valeur qu'elle n'en consomme. En résumant très grossièrement, c'est-à-dire qu'elle produit de la valeur pour le capitaliste qui est bien supérieure à ce que le salarié, le travailleur reçoit et à ce qu'il consomme pour continuer à exister, donc continuer à travailler. Et la différence, c'est la fameuse plus-value, c'est-à-dire ce qui revient au capitaliste. Ça, grosso modo, expliqué très sommairement, c'est encore la démonstration de Marx dans le livre 1. Donc, le taux de profit, c'est le rapport entre le capital qui a été investi et la plus-value qui a été obtenue. Donc, ça permet de calculer une autre chose que Marx appelle le taux d'exploitation. Là encore, un élément mathématique. Bon, on peut le calculer. Alors, le calculer réellement est quelque chose de souvent très compliqué parce qu'il faut avoir un ensemble de données économiques importants. Mais l'idée sommaire, elle est assez simple. Si un ouvrier travaille 8 heures et qu'il reçoit l'équivalent de ce qu'il a produit en 4 heures, sous la forme du salaire, bah, il est exploité à 100%. En réalité, on est aujourd'hui, si on prend par rapport à des bases du 19e, à des taux d'exploitation bien plus importants que ça. L'économiste, avant même Marx, avait constaté que ce taux de profit était quelque chose qui, sur une longue période, avait effectivement tendance à baisser. C'est-à-dire que pour obtenir la même plus-value, faire les mêmes bénéfices sur une marchandise, il fallait investir de plus en plus de capital. Et effectivement, pour Marx,
qu'il a essayé de démontrer dans cette affaire-là, c'est que pour un même taux d'exploitation, en fait, le capitalisme mettait de plus en plus de moyens de production, machines, etc., et que donc, mathématiquement, ce rapport entre le capital constant et le capital variable faisait baisser le fameux taux de profit. Donc, effectivement, ce qui était la constatation empirique des économistes classiques, il lui donne une autre explication, mais il permet de le démontrer, c'est qu'en effet, on va devoir investir de plus en plus pour faire des profits à peu près identiques. Alors, c'est bien ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La difficulté pour comprendre ça, c'est que Marx, voilà, il pose un certain nombre d'éléments dans sa démonstration, la théorie de la valeur, le taux d'exploitation, les différentes formes que prend le capital, etc. Et, comme un mathématicien, et on sait qu'il s'intéresse beaucoup aux mathématiques, il fait toujours des calculs pour vérifier si ce qu'il raconte tient la route mathématiquement, il ne fait pas entrer trop de variables en même temps dans ses équations. Autrement dit, il raisonne bien, quand il fait sa démonstration sur la fameuse baisse tendancielle du taux de profit, sur un taux d'exploitation constant. Et puis ensuite, immédiatement après avoir posé ça, il va montrer tout un tas de contre-tendances qui vont modifier la donne. Alors les contre-tendances, c'est quoi? C'est que le degré d'exploitation du travail varie. Que le coût des éléments qui sont dans le capital constant, donc le coût des machines, etc., va varier aussi. La productivité va varier. Il peut y avoir des phénomènes d'exportation de capitaux qui vont modifier également cette donne. La conclusion, quand on examine l'ensemble des variables qui fait entrer en jeu, c'est que, au fond, effectivement, cette fameuse baisse tendancielle du taux de profit qu'on peut vérifier, ça joue le rôle d'un moteur dans le capitalisme, mais ce n'est pas du tout évident que ça constitue réellement une limite. C'est-à-dire que ça va obliger le capital en permanence, et c'est ce que dit Marx dès le manifeste du Parti communiste, la bourgeoisie est une classe qui révolutionne son propre système en permanence, ça va l'obliger à modifier au fur et à mesure la façon dont elle va s'y prendre pour restaurer son taux de profit, mais est-ce que on peut tirer de ça vraiment une théorie des crises, ce qui a quand même été beaucoup fait, c'est beaucoup moins évident. Et en plus vient rentrer en jeu là-dedans le fait que la masse des profits, elle, a plutôt tendance à augmenter, ce qui fait que la baisse d'un taux quand on fait un profit équivalent, bon, ça a des conséquences, mais ce n'est pas forcément des conséquences qui sont une crise. Ce qui est important, par contre, c'est que les contre-tendances dont il parle, lorsqu'elles sont mises en action, provoquent un certain nombre d'éléments qu'on peut ressentir ou comprendre comme des éléments de crise. Première chose toute simple, un des éléments qui va faire varier ça, ça va être le fait d'installer des nouvelles machines. Et là, dans tous les boulots, et bon, on le sait bien dans l'industrie, mais c'est vrai dans un certain nombre d'autres métiers aussi, des nouvelles machines, en général, ça veut dire qu'on va produire plus, donc on a besoin de moins de salariés, donc on va licencier. Mais ça, c'est pas une crise du capitalisme, ça peut être une crise pour les salariés, qui se retrouvent à la rue, mais pour le capitalisme, c'est pas tellement un problème. Le capitalisme peut aussi trouver que son parc machine, il est complètement obsolète, et que finalement, plutôt que de s'amuser à le remettre en état, il va l'exporter et reconstruire ailleurs dans un autre pays. C'est un phénomène qu'on connaît bien, même s'il faut le nuancer dans le détail sur ses effets réels, parce que les délocalisations, c'est une question complexe, mais ça peut être un élément aussi qui va sembler être une crise. Oui, si on vous dit on ferme l'usine, et bon, côté C dans la région, ça arrive tout le temps,
on ferme l'usine, il n'y a plus de boulot et puis on reconstruit ailleurs, ça ressemble à une crise. Mais c'est pas une crise pour le capitalisme. Du point de vue de ses profits, il s'en porte pas plus mal, bien au contraire. Et ça, on peut le vérifier sur une chose extrêmement simple, c'est que quand il y a une annonce d'un plan de restructuration, autrement dit de licenciement massif, en général, le cours des actions est plutôt en hausse. Ce qui provoque toujours une incompréhension. On dit, ils font des profits et ils licencient. Ben oui, justement. Justement. C'est bien parce qu'ils licencient qu'ils font des profits. Le capital se contrefiche absolument de savoir ce qui arrive à un être humain qui pour lui est obsolète. Merci. Un ouvrier qui sait utiliser une machine dont le capitaliste n'a plus besoin, il s'en fout. On ne va pas verser une larme dessus. Il peut éventuellement même aller jusqu'à payer un plan social, en général pousser un peu pour lui imposer, mais ça peut être parfaitement rationnel comme façon d'investir le capital. Et du coup, il faut vraiment se méfier quand on parle de crise par rapport à ça, parce qu'on n'est pas du tout dans un système de crise. On peut avoir des licenciements massifs absolument sans crise. L'inverse c'est également vrai, mais c'est quand même important. Pire que ça, le chômage, c'est un instrument politique pour les capitalistes. Parce que ça, c'est aussi un phénomène analysé par Marx et qu'on constate empiriquement au quotidien. Tous ceux qui cherchent du boulot le savent. Plus il y a de chômeurs, plus c'est profitable pour les capitalistes. C'est un truc qu'ils savaient depuis longtemps, mais qu'ils ont utilisé, notamment à partir des années 70-80, de façon extrêmement massive en Europe occidentale, et qu'ils utilisent encore dans un certain nombre de pays aujourd'hui. Quand on est à un point où la classe ouvrière est assez combative, où le coût du travail, au sens large, c'est-à-dire le coût des conditions de travail, où le salaire lui-même sont élevés, à un moment, licencier en masse, c'est une façon de restaurer les profits, tout à fait rationnelle. On brise la combativité, on fait s'effondrer les salaires, parce qu'effectivement, on a ce fameux truc, vous voulez pas de ce tarif-là, c'est pas grave, j'en ai 10 autres à la porte qui attendent. Donc, effectivement, là encore, et c'est bien ce qu'on comprend dans les crises des années 70-80, et qu'on continue de nous resservir régulièrement, on nous dit qu'il y a des licenciements massifs parce que c'est la crise. Non, il y a des licenciements massifs parce que c'est un instrument pour les capitalistes pour restaurer leurs profits et pour briser la combativité de la classe ouvrière. Ça, je crois que c'est un élément important parce qu'on a souvent, malgré tout, tendance à emmagasiner cette idée que la crise est là, qu'il y a une difficulté économique, sans voir cet usage politique qui est fait par la bourgeoisie du chômage. Autrement dit, cette question de la baisse tendancielle du taux de profit, on voit bien, c'est une catégorie marxiste très importante. On peut, en analysant chacun des aspects que Marx détaille par rapport à ça, comprendre tout un tas d'éléments du capitalisme. Par contre, c'est plus difficile d'en faire vraiment un élément de compréhension des crises économiques. Marx le dit parfois que c'en est un, mais c'est pas un point sur lequel il s'appesantit beaucoup. Il y a un autre élément qui a fait couler beaucoup d'encre chez les auteurs marxistes sur cette question, c'est le problème de l'accumulation. Alors là encore, c'est pas très glamour, mais bon, je ne vais pas raconter des choses très glamour jusqu'ici. C'est un point qui a été beaucoup soulevé par Rosa Luxembourg, qui avait repris justement les textes de Marx, qui avait repris aussi ses manuscrits, et qui se posait des problèmes théoriques importants. C'est que quand on lit le texte de Marx, notamment dans le livre 3 du Capital,
on a l'impression, effectivement, par moments, qu'il parle d'un système qui serait en équilibre. Et notamment, il y a la question des relations entre les moyens de production mis en œuvre et la consommation nécessaire à la reproduction de la force de travail. Effectivement, on a des schémas d'analyse chez Marx qui travaillent comme s'il y avait une relation équilibrée entre tout ça. Alors pourquoi je mentionne ça ? C'est parce que, notamment en Union soviétique, certains économistes s'étaient fondés là-dessus pour essayer de bâtir une théorie d'un système en équilibre, effectivement, en disant qu'on pouvait, à partir des textes de Marx, se servir comme d'un instrument de gestion de l'économie, et non pas de critique de l'économie. Autrement dit, on pouvait, là encore, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, imaginer qu'on puisse gérer rationnellement le capitalisme en éliminant les crises, et ils allaient jusqu'à chercher dans Marx les outils théoriques nécessaires pour faire ça. Sur Rosa Luxembourg, on n'en est pas là quand même, heureusement, mais elle se posait une question qui était importante, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait, puisque dans le cycle du capital, puisqu'il y a de la plus-value qui entre à chaque fois, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Où est-ce qu'il vient cet argent supplémentaire qui est entré ? Et elle a cherché un élément de solution en dehors du capitalisme. Notamment, ce qui jouait effectivement un rôle important à l'époque où elle l'a écrit, c'est pas une idée sortie de nulle part, considérant que, au fond, la consommation des classes non capitalistes dans les pays colonisés, où les rapports capitalistes n'étaient pas encore développés, bien, jouait un rôle essentiel dans ce processus d'accumulation du capital. Ce qui était intéressant parce que, effectivement, dans le capital, bien que Marx fasse mention de tout un tas de classes sociales et qu'il dise en permanence que le capital, la société bourgeoise, il dit, est composée de trois classes qui seraient les ouvriers, les capitalistes et les propriétaires fonciers, une bonne partie de ces schémas économiques ne font appel qu'à deux classes, les capitalistes et les ouvriers. Et le reste, il le met de côté pour plus tard. Autrement dit, on a assez peu de choses dans le capital même pour analyser les questions de colonisation. Et là encore, quand on regarde quel était le plan de travail de Marx pour le capital, on voit bien que la question de la colonisation, il n'a pas du tout mis de côté. Par contre, il se l'est gardé pour plus tard. Ça faisait partie des éléments qu'il devait écrire et qu'il n'a finalement jamais pu développer. Ça ne veut pas dire qu'il n'en parle pas. Il en parle très souvent dans des textes historiques, journalistiques, etc. Mais il n'en a pas donné une conception théorique intégrée dans sa vision du capital. On trouve tout un tas de théories économiques dérivées un peu de cette idée de Rosa Luxembourg. Il y en a une qui m'intéresse beaucoup, qui est développée par une revue marxiste anglaise qui s'appelle The Commoner, qui développe l'idée qu'au fond, aujourd'hui, le capital, comme il n'a plus justement de champs où il pourrait extraire ses profits, il va les chercher maintenant en intégrant dans le circuit du capital des choses qui lui étaient extérieures, dans tout ce qui était gratuit. D'où la marchandisation des plantes, de l'eau, etc. etc. Bon, je ne développe pas cet aspect-là, mais ça prouve qu'il y a encore à tirer de ces questions-là. Là encore, c'est une idée qui est très fructueuse au point de vue théorique, dont on peut tirer beaucoup d'éléments d'analyse du capital, mais à mon sens, et par rapport à ce qui a été beaucoup écrit sur le sujet, lui faire jouer un rôle
d'éléments de compréhension des crises économiques, c'est sans doute surévalué. Ça peut jouer, mais ça pose problème. Et puis surtout, ce qui a été a posteriori beaucoup reproché à Rosa Luxembourg sur cette question, au moins chez les marxistes qui prennent en compte l'ensemble du corpus du capital, c'est que, à part quelques lignes ça et là, Rosa Luxembourg ne consacre pas de développement à la question du crédit. Autrement dit, ce fameux capital fictif dont je vous ai parlé au départ n'apparaît pas du tout dans son raisonnement. Et c'est une caractéristique assez commune du marxisme pendant très longtemps. De temps en temps, les plus économistes des marxistes, ceux qui ont vraiment été creusés le texte, mentionnent l'existence du capital fictif, mais finalement, ce n'est pas une catégorie dont on s'est beaucoup servi au point de vue théorique, et encore moins dont on a essayé de tirer quelque chose de politique. Et du coup, ça fait souvent défaut dans les constructions, tout cet aspect crédit, qui est pourtant aujourd'hui essentiel dans le capitalisme, et tout cet aspect plus large du capital fictif disparaît absolument. Quand je parle du capital fictif, c'est un ensemble donc, qui intègre les questions de crédit, mais disons l'ensemble des titres, actions, obligations, créances, emprunts, etc. Et qui tous ont en commun de représenter un capital potentiel. Ils n'ont pas forcément un équivalent réel immédiat. On ne peut pas dire, voilà, j'ai une action de telle entreprise, donc je suis propriétaire de tel mètre carré de bureau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est surtout un avaloir sur le capital qui va arriver, sur la plus-value qui va arriver. Ce qui se passe, et ce que montre Marx sur la question du capital fictif, c'est qu'à un moment donné de son développement, ça représente une masse de capital en circulation énorme, qu'au fond, l'ensemble du système capitaliste présuppose son existence, et que, du même coup, c'est plus vraiment une conséquence de l'existence du capital, tout se passe comme si c'était bien sa cause, comme si c'était son point de départ. Et ça, effectivement, on voit bien aujourd'hui comment ce capital fictif, il est partout autour de nous. Bon. On l'entend dans l'actualité chaque fois qu'on entend parler de rachat d'entreprises, de fusion, de méga-fusion, etc. Le quotidien et ce qui est réellement une crise pour le capital sont quand même des choses très très différentes. Dernier point là-dessus, c'est effectivement que quand on parle du capitalisme, on est sur un système dynamique. Et là encore, l'idée même de crise contient un peu cette question, je parlais au départ des économistes libéraux, qui voient un capitalisme un peu linéaire, qui fonctionnerait bien, et puis de temps en temps, pour X ou Y raison, ça foire. Chez les libéraux actuels, d'ailleurs, ça foire parce que le capitalisme réel n'est pas le capitalisme pur et parfait qu'il devrait être, parce qu'il y a l'interférence de l'État, etc., etc. Bon. Mais si on part sur l'idée effectivement que c'est un système dynamique qui est en train de se révolutionner lui-même en permanence, il faut se méfier de l'idée des crises comme un signe de déclin. Et si je dis ça, c'est parce que c'est aussi une tendance qui existe dans le mouvement ouvrier, alors sous des formes plus ou moins fortes, mais dès les débuts de son existence, certaines formes de catastrophisme. Même chez Marx, ça lui est arrivé, la crise de 1852, il voit ça en se disant ça y est, après c'est nous. Bon, puis après, ouais, bon, c'est peut-être un peu optimiste sur ce coup-là. Mais c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans des conceptions d'organisation ouvrière, d'organisation marxiste, un peu le fait que d'une crise, on peut attendre des signes de déclin du capitalisme, que c'est en train de mal se passer pour lui, et du coup, c'est peut-être pas si mal pour nous, même si on voit bien, on mesure les effets économiques, mais quand même, et ça va jusque un certain nombre d'idées vraiment catastrophistes, quasi millénaristes,
en disant, bon, de toute façon, le capitalisme va s'effondrer, on n'a qu'à attendre. Et là, on arrive sur quelque chose qui est extrêmement démobilisant. Donc, c'est quand même important, quand on parle de crise, de bien comprendre ce qui est réellement une crise même pour le capital. Crise de 29, les capitalistes s'en plaignaient, effectivement. Ce qui est une crise pour une partie des capitalistes, ben oui, quand il y a un système effectivement de concurrence qui fait que des entreprises ferment, pour l'entreprise qui ferme, même pour le capitaliste, s'il ne l'a pas décidé, s'il n'est pas en train de liquider une branche, mais si réellement il était en faillite, ça a des conséquences pour ses salariés, mais ça a des conséquences pour le capitaliste aussi. Donc il peut voir ça comme une crise. Cela dit, ça n'est pas forcément une crise du système capitaliste. Celui qui a racheté son entreprise ou celui qui a perdu un concurrent, il n'est pas en crise. Et c'est pour ça qu'on est toujours sur ce phénomène un peu étrange, où on dit à la fois il y a des entreprises qui ferment et les profits augmentent. Ça paraît quelque chose d'incompréhensible, et pourtant quand on analyse le cœur du système, ben on s'aperçoit non seulement que oui, c'est bien parce qu'il y a des licenciements que les profits augmentent, mais qu'en plus, même quand on nous présente ça comme un effet fatal d'une crise économique, c'est bien une question politique, c'est bien la façon dont la bourgeoisie va développer ses profits, casser la combativité des salariés et utiliser de façon idéologique la crise, là où, quand on regarde de plus près, c'est quand même pas forcément une crise globale du capital. Si j'aborde cette question de ce côté un peu catastrophiste, c'est parce qu'effectivement, il y a toujours le désir, quand on affronte le capitalisme, de se dire, bon mais il y a une fin à ce truc-là, c'est pas possible, on va pas subir ce cauchemar-là éternellement, on va pas subir en permanence les licenciements massifs, la hausse des prix, l'incertitude quotidienne, etc. Ça se passe où la fin ? Et c'est vrai qu'il y a une vieille tendance à vouloir la placer dans la théorie des crises. Là encore, quand on revient au texte de Marx, même si cet aspect-là n'est pas absent, on ne peut pas le gommer chez Marx, c'est jamais ça qui présente comme l'élément qui permet le dépassement du capitalisme. Il montre bien que c'est une de ses conséquences, que c'est quelque chose qui est intrinsèque à son fonctionnement et qui a des conséquences pratiques pour les ouvriers. Mais quand il dit clairement, pour lui, qu'est-ce qui va permettre de dépasser ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de passer à une autre société, une société communiste, c'est pas vraiment dans la théorie des crises qu'il va le chercher, mais plutôt dans ce qu'il appelle la contradiction entre la croissance des forces productives et les rapports de production. Alors là encore, ça ressemble à des gros mots quand on le dit, mais on peut le dire d'une façon beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on est capable de produire de quoi nourrir l'ensemble de la population mondiale. On sait, c'est pas un problème. Bon. Et on est dans un système qui ne le fait pas. Je ne sais pas si on peut guérir toutes les maladies, mais quand même, un système où les laboratoires pharmaceutiques raisonnent en fonction des profits qu'ils font, sont placés en concurrence entre eux, et où certaines maladies sont moins rentables que d'autres, ben, c'est un système qui est effectivement grippé, coincé à un moment donné. Donc, ce que Marx appelle les forces productives, c'est cette capacité qu'a l'humanité à aller plus loin, à résoudre un certain nombre des problèmes qui sont posés à elle. Et les rapports de production, c'est l'ensemble justement des rapports du système capitaliste qui font que on est à cette situation où on n'arrive pas à utiliser le plein potentiel. Et pour moi, c'est un élément important quand on aborde la question du marxisme. On peut utiliser les outils économiques du marxisme pour comprendre les crises, pour critiquer ce qu'on appelle la crise, mais je ne crois pas qu'il faille y chercher
des éléments de dépassement du capitalisme, alors que chez Marx, c'est bien dans cette question des capacités de l'humanité à aller au-delà et à changer la société que se pose la possibilité de dépasser le capitalisme. Voilà, j'ai parlé beaucoup, j'ai utilisé beaucoup de gros mots, j'ai sans doute dit des tas de choses qui n'étaient pas très claires, mais on peut en discuter. Est-ce que si, par exemple, le capitalisme, ça ne fait pas, si par exemple, nous, on devient de plus en plus pauvres, on n'arrive plus à acheter ce qui est produit, donc ça servit, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est comme ça, non? Enfin, si par exemple, personne n'a acheté leur produit, si personne était en capacité de... C'est la baisse tendancielle du taux de profit. Un petit nombre de personnes qui achèteraient, les autres feraient faim, ou ils en feraient, comme ça, c'est déjà fait le cas. Ben, ça ne... Donc, on va faire sur la masse de personnes qui peuvent acheter. Sur Oui. nous, les salariés. Mais on constate quand même, là on peut le démontrer théoriquement, mais on constate assez facilement, il peut aussi laisser crever une partie de l'humanité. Il le fait. Il le fait, si elle ne lui est pas profitable. Il laisse crever de famine des centaines de millions de personnes dans le monde. Et ça n'a pas l'air de les empêcher beaucoup de dormir. Donc, ça peut effectivement arriver. Du moment que continue de faire des profits, et le système est effectivement organisé de telle manière à continuer à en faire. Cela dit, de plus en plus, il ne fait pas des profits immédiats, mais bien, et c'est pour ça que cette catégorie du capital fictif, je pense que c'est vraiment un truc qu'on ne creuse pas assez, même si ça paraît un peu abstrait au départ, c'est que pour l'essentiel, aujourd'hui, c'est plus des profits immédiats, mais des potentiels de profits qui pourraient exister un jour. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est basé sur si j'ose dire, une immense accumulation de crédit. Et ça masque complètement la situation réelle. C'est ce qu'on voit effectivement avec des États pour lesquels on a accordé énormément de prêts à un moment et on continue d'en accorder dans l'espoir d'argent qui reviendrait un jour. Et les capitalistes eux-mêmes finissent régulièrement par en apurer une partie parce que de toute façon, cet argent-là ne reviendra jamais. Mais du coup, on voit ce truc s'enchaîner justement par la mise à disposition de systèmes de plus en plus courants de crédit à la consommation, y compris pour des personnes qui ne sont absolument pas solvables. Ce dont je parlais tout à l'heure avec la crise américaine sur l'immobilier, c'est exactement ça. Les gens qui ont acheté les maisons n'en avaient absolument pas les moyens. Mais le système du crédit reporte le problème de plus en plus loin. Donc du coup, on peut entretenir, même si c'est fictif, et même si justement ça provoque régulièrement des remises à plat, et que ces remises à plat ont des conséquences humaines dramatiques, fondamentalement, ils peuvent continuer un certain temps à ça. J'ai pas très envie de voir un monde continuer comme ça longtemps, avec justement ces effets de remise à plat régulière, où d'un seul coup on va dire, bon effectivement, ça c'était peut-être pas une bonne idée d'accorder des crédits, allez hop, on remballe tout et on vous expulse. Mais ça pourrait se passer, effectivement. Si je peux me permettre, la baisse tendancielle du taux de profit, elle repose aussi énormément là-dessus, sur le fait qu'ils cherchent toujours des nouveaux marchés pour accroître le capital. Mais à un moment donné, s'ils mécanisent, ils licencient. S'ils licencient, il y a moins de consommateurs solvables. Si avec les licenciements, ils peuvent baisser les salaires, du coup, ça fait encore moins de consommateurs. Et du coup, ça enclenche à plus ou moins long terme à nouveau ce qu'on appelle une crise pour réguler à nouveau le marché. En fait, pour eux, c'est réguler le marché, la crise. Et s'ils arrivent vraiment à une grosse crise, à un moment donné, il faut bien redistribuer les marchés. Donc, on arrive à des guerres mondiales, par exemple, ou répartition dans les colonies. Mais il faut trouver des nouveaux marchés. Si à un moment donné, on bloque sur les marchés,
C'est un peu ce qui avait fait dire à Marx qu'une crise peut quand même déboucher une révolution, c'est qu'à un moment donné, s'ils vont amener à des guerres, s'ils emmènent à ou trouver des nouveaux marchés, etc., mais avec des méthodes quand même qui diffèrent de l'habituel, quoi, ça fait prendre conscience quand même aux travailleurs qu'à un moment donné, le système capitaliste, il est peut-être pas si beau que ce qu'on le présente. En général, il n'y a pas besoin de ça pour s'en rendre compte, mais quand leur propre vie commence à être menacée, peut-être qu'à un moment donné, ils vont faire la révolution et prendre conscience, justement, enfin, toute la question de la prise de conscience. C'est pour ça qu'à un moment donné, sur les crises, je pense que c'est beaucoup dans les partis, tu disais, qui pensent que la crise va emmener la fin du capitalisme aussi, c'est beaucoup pensent utiliser la crise comme moyen de communication pour faire prendre conscience aux travailleurs du rôle, alors là ça fait grandiloquent, mais le rôle historique qu'ils ont à jouer maintenant dans l'histoire. Il y a les deux. Je pense qu'il y a cette idée effectivement que ça va hâter la prise de conscience parce que au quotidien on s'aperçoit que ça ne marche pas. Il y a aussi historiquement cette vieille tendance à un peu attendre que ça s'effondre et en se disant là ça sera le moment d'agir. Là les deux tendances coexistent. Par contre cette tendance un peu catastrophiste on la retrouve dans toute l'histoire du marxisme. De travail à venir aux capitalistes. And that means that it's future exploration for the working class. That is exactly the new phenomenon of the capitalism that should be analyzed. Et que ça veut dire que c'est une explosion future pour la classe ouvrière, c'est un nouveau phénomène du capitalisme qui doit être analysé. But the second point, which is very important, that we know that the contradictory inside of the capitalism and the crisis is every time in the history of the capitalism is coming and down, and the capitalism can control it. Et l'autre point qui est très important, c'est que le lien entre les crises et le capitalisme ne cesse pas et que le capitalisme peut le contrôler. It's clearly the capitalism cannot destroy it by itself and within the contradictions and crises. Et clairement, le capitalisme ne peut pas se détruire par lui-même au sein de ses crises et ses contradictions. Also, I think and I believe that it's not easily to say that working class can, with a revolution, destroy the capitalism easily with this, without establishing a political party. Ici, je pense que ce n'est pas facile de dire que la classe ouvrière peut détruire le capitalisme comme ça, sans qu'elle établisse son parti politique. In the capitalism, except capitalism achieving their goals within their political parties, so working class also need a political party to achieve their goals, to destroy the capitalism. Les capitalistes ont des partis pour accomplir leurs buts, leurs intérêts. C'est pour ça que la classe ouvrière, tu peux me corriger Nico, a aussi besoin de son parti pour accomplir ses buts. Without political party, I think it's very easy for reformists to eat the all protests of the working class in the crisis of in everywhere. Sans parti politique, c'est très facile pour les réformistes ou les autres de manger, de bouffer les protestations de la classe ouvrière, que ce soit dans les périodes de crise ou à d'autres moments. So I think the political party of the working class, to represent the working class in the struggle and to destroy the capitalism and to victory to achieving the socialism is very essential and important role. Aussi, je pense que le parti de la classe ouvrière qui mène le combat de la classe ouvrière, qui réalise le socialisme, what do you say in two? Achieve the fight of the working class? The roles of the political party is very important. Yeah, this I understand. You say 3 points. Destroy the capitalism and De détruire le capitalisme et de construire le socialisme est un point essentiel. Yeah. On va dire simplement pour conclure sur les deux points. Le premier, sur la question de la vente du travail futur de l'ouvrier. C'est une bonne façon effectivement de résumer ce processus. Quand je disais tout à l'heure que capital fictif c'est
un espoir d'un potentiel qui va se réaliser, ça veut dire qu'effectivement, c'est toujours gagé sur le travail futur de la classe ouvrière. Mais ça doit rappeler un élément aussi qu'on ressent tout à fait au quotidien, qu'on ressent dans les luttes sociales, c'est que on n'est plus dans un système effectivement d'un salaire immédiat et constitue une somme. C'est vrai que dans les dépenses mensuelles, il y a toujours une part importante de crédit, et on voit bien dans les luttes cette question prend de l'importance. Gens qui disent ben oui, moi je voudrais bien faire grève, mais j'ai tel et tel crédit à rembourser. Ça a aujourd'hui un impact extrêmement réel. Donc alors c'est toujours là aussi une autre forme de pari sur le futur. C'est vrai que si on gagne, la question des crédits ne se pose plus, mais si on ne gagne pas ou si on ne gagne pas tout de suite, la question du crédit, elle reste posée. Et ça, c'est une autre forme du contrôle de la classe capitaliste sur les salariés que de dominer l'ensemble des crédits qu'ils ont au quotidien. Non, sur la question du parti, je ne l'ai pas mentionné sous cette forme-là, mais c'est quand même sous-jacent en deux points. Je suis resté sur une analyse en apparence économique, mais j'ai bien vu qu'à chaque fois on arrive sur des questions immédiatement politiques. On en a vu trois. Quand on dit que la crise, le défaut de paiement d'un État ouvre une crise politique, et que cette crise politique pose la question du pouvoir, ça veut dire aussi que potentiellement la classe ouvrière peut s'emparer de ce pouvoir. Alors le terme parti a été chargé de tout un tas et de vertus et de défauts qui rend ça parfois difficile d'emploi, parce que quand on parle de parti ouvrier, on a tendance à l'assimiler à la forme actuelle des partis électoraux. Et du coup, c'est pas toujours une évidence. Mais cela dit, à partir du moment où on dit effectivement il y a une alternative de pouvoir dans une crise politique, et c'est l'alternative représentée par la classe ouvrière, la forme que ça prend, et la forme nécessaire, c'est bien celle d'un parti. La façon dont ce parti s'organise n'a pas besoin de refléter ce que sont les partis électoraux, ni dans son fonctionnement, ni dans ses objectifs. Mais malgré tout, on est dans la question du parti. Si j'ai mentionné aussi justement en permanence la question de la façon dont les partis ouvriers avaient vu la théorie des crises chez Marx, ou la question des crises, et les effets politiques qu'avait eu telle ou telle vision, et inversement, comment telle ou telle classe, au nom du marxisme, et dans des partis qui étaient issus de la classe ouvrière, pouvaient utiliser tel ou tel aspect de la théorie des crises pour bâtir leur propre conception sociale, ça pose aussi toujours justement la question du relation entre le parti et puis les conceptions théoriques qu'on peut avoir. Parce qu'à vrai dire, avoir une analyse économique, aussi parfaite soit-elle, du capitalisme, si on n'en a pas l'usage dans la pratique concrète, je veux dire qu'il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Bon, on peut être absolument passionné par l'économie politique et trouver que c'est le sujet le plus glamour qui soit. Enfin, fondamentalement, moi, c'est pas mon cas. J'ai des tas d'autres occupations qui je trouve plus passionnantes. Mais par contre, comme militant qui pense qu'il faut effectivement changer ce monde-là parce que j'ai pas envie de vivre dedans, avoir une analyse correcte et avoir des instruments critiques qui permettent de démonter les autres analyses concurrentes sur un point de vue de classe, c'est des éléments importants. Mais si on considère que cette conception, elle n'est utile que si elle est partagée,
Et si elle est au service d'une lutte, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez là-dessus, on est toujours dans la question du parti. Et on est dans la question du parti au sens où l'a posé Marx déjà. Effectivement, c'est-à-dire comment la classe ouvrière s'organise de manière pratique et de manière théorique dans les luttes sociales avec un objectif politique qui est la destruction du système actuel dans l'ensemble de ses structures. Et donc, la possibilité d'une autre société.